Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait 1 personne et 100 000, écrit par Luigi Pirandello. C'est notre troisième émission sur ce roman. Ça sera donc réservé à la lecture du livre 3. Nous lirons les chapitres 1 à 4 dans un premier temps, il me semble. Ensuite, on se fera une petite pause, les chapitres 5 à 7, je crois. Et dernière pause avant de faire les chapitres 8 jusqu'à la fin. Voilà. Donc l'intégralité du livre 3 va y passer ce soir. Comme d'habitude, si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction, d'aller directement au chapitre qui vous arrange, en passant également les pauses que je ferai dans ma lecture. Sachant que, bien entendu, vous trouverez les épisodes précédents et à venir dans l'onglet playlist, en cherchant la playlist et si on lisait 1 personne et 100 000. Voilou. Nouvelle semaine qui débute, nouvelle semaine de live. Donc on va parler un peu de ça en intro. Je vais vous dire un petit peu le programme de la semaine. Oh, regardez, sur mon tableau, ça a complètement changé ce que j'ai pu afficher. Je sais pas si ça se voit trop à la cam, je pense pas. Mais ouais, je suis en train de me réorganiser. D'ailleurs, j'hésite, je me suis fait la réflexion juste avant de lancer le live. J'hésite à peut-être refaire un live un peu introspectif comme je faisais à l'époque, un In My Head, pour vous dire un petit peu comment je réfléchis en ce moment, etc. Parce que j'ai effacé mon tableau hier en me disant, ok, ça va pas, faut trouver une autre solution, faut trouver une autre manière de fonctionner parce que là, ça va pas. Donc du coup, voilà, je suis un peu en réinvention, je suis un petit peu en reconstruction, si je puis dire. Et donc, ça va peut-être avoir des incidences sur les lives, ça va peut-être avoir des incidences sur mes autres activités en ligne ou autres. D'ailleurs, je ne sais pas trop, mais je vous tiendrai au courant. Et ouais, c'est vrai que j'envisage peut-être de faire des lives introspectifs de nouveau. De même que c'est vrai que je me suis fait la réflexion ces temps-ci. Les lives de gaming, les lives, en fait, les lives autres que les lives de lecture, il y en a plus beaucoup sur ma chaîne. Il y en a plus beaucoup et je crois que je trouve ça un peu dommage d'un côté, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de faire trop de live et de on va dire, prendre toute ma motivation pour les lives et pas pour autre chose, parce que j'ai d'autres choses à faire. Donc, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser, mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait un autre type de live. Est-ce que je reviendrai pas avec un autre type de live, un de ces quatre? À voir, à voir. En tout cas, bonsoir l'écoute aux portes, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Et donc en tout cas, j'y réfléchis, j'y pense. Sachez que donc cette semaine, nous inaugurons quelque chose de nouveau sur la chaîne malgré tout, puisque oui, nous lisons 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello les mardis et les vendredis à 21 h, créneau habituel, créneau classique. Mais en plus, nous avons une lecture prévue dimanche à 14 h sur les poésies de Mallarmé. J'ai eu donc Stéphane Mallarmé, si je dis pas de bêtises. J'ai eu du mal à choisir, à décider de ce qu'on allait faire exactement, mais j'ai envie de tenter des lectures simultanées avec vous, que ça puisse aussi déjà varier les plaisirs pour vous, varier les plaisirs pour moi aussi potentiellement, que je puisse lire davantage dans ma vie, grosso modo, que je m'aménage le temps pour ça. Et aussi, on va pas se mentir, pour un côté très pratico-pratique, presque pour bonne santé de ma chaîne, j'imagine, ou quelque chose comme ça, essayer de vous proposer des œuvres différentes simultanément, ce qui fait qu'il n'y aura pas de gap où si je vous fais une lecture qui dure 2 3 mois et que la lecture vous intéresse plus ou ne vous intéresse pas, eh bien pendant 2 3 mois, la chaîne vous intéresse plus et peut-être que vous passez à autre chose. Donc voilà, je vais pas vous mentir, il y a aussi un peu cette logique derrière ça, derrière ce choix pour moi, de me dire, bon, il faut peut-être proposer des points d'entrée plus régulièrement aux viewers sur ma chaîne, on va dire. Donc voilà, j'ai également eu beaucoup de mal puisque Stéphane Mallarmé, ici, c'est poésie et autres textes. Et connaissant mal l'œuvre de Stéphane Mallarmé, voilà, voire pas du tout, je ne savais pas quel texte vous lire ce dimanche. Au final, il semblerait qu'il ait un recueil, on va dire, qui se nomme Poésie. Donc, les textes qui se trouvent avant et après ce recueil dans cette édition, je pense qu'on va faire l'impasse et qu'on va se concentrer vraiment sur le recueil Poésie. Voilà, comme ça vous savez à peu près
qu'est-ce qu'on lira dimanche. Et si tout se passe bien, on va essayer de rendre ça récurrent également. Alors je dis pas que ce sera toujours le dimanche à 14 h, mais je dis que la lecture simultanée, je vais essayer de le rendre récurrent, de l'ancrer comme ça dans une habitude. Donc les mardis, vendredis 21 h, ça c'est figé, c'est gravé, ça ne bougera pas. Et puis peut-être que le dimanche 14 h sera un créneau qui va s'instituer comme récurrent au fur et à mesure du temps. Mais peut-être que ce live voyagera dans la semaine selon mes disponibilités aussi personnelles, je ne sais pas trop. Voilà, voilà. Sachant que c'est vrai que ça fait déjà plusieurs dimanches à 14 h que je fais des petites choses avec vous. Par exemple, me plonger dans ma bibliothèque. Et ça a l'air de vous plaire, ça a l'air de continuer à vous plaire. Moi, ça me plaît beaucoup ce format-là. Je trouve ça différent de ce qu'on fait d'habitude. Et apparemment, ça a l'air de trouver un peu, comment dire, son public, entre guillemets, dans le sens où, voilà, les gens qui le regardent ont l'air d'apprécier. Donc moi, c'est déjà un truc qui me fait plaisir. Et moi, je m'amuse à le faire. Donc voilà, je pense que ça va continuer. Je vais pas le rendre plus fréquent que ça, toutefois, parce que j'aime bien le côté un petit peu disparate, un petit peu exceptionnel de la chose. J'envisage de le faire peut-être toutes les 3, 4, 5 semaines, quelque chose comme ça. Le premier épisode, on a fait la lettre A et B. Le deuxième épisode, on a fait la lettre C à F. Donc on poursuivra la prochaine fois avec la suite. Et puis, j'ai déjà dans l'esprit ce qu'on pourra faire une fois qu'on aura terminé l'alphabet. Je vous en parlerai peut-être plus en profondeur lors du live à proprement parler, à proprement dit. Mais grosso modo, je me dis que bah déjà, je vais m'acheter d'autres bouquins, je vais lire d'autres bouquins, donc il y aura des bouquins qui vont s'ajouter à ma bibliothèque sur lesquels je pourrais faire certaines émissions parfois. Et aussi, vous l'avez vu, j'ai plusieurs bouquins de ma bibliothèque que je n'ai pas lus, ou que j'ai lus il y a très longtemps et que j'ai carrément oublié. Donc je pense que dans un premier temps, les épisodes, ça va être rattraper les livres que je n'ai pas lus de ma bibliothèque pour pouvoir vous en dire un peu davantage. Voili voilou, comme ça vous avez un petit peu l'horizon des lives de lecture sur la chaîne Planétéo, sachant que je vous rappelle que l'une des lectures qui viendra bientôt également, ça sera les contes nocturnes d'Hoffmann. Voili voilou, comme ça vous êtes prévenus. Je pense avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine en termes de live. Sinon, il y a le rendez-vous du dimanche, dimanche 21 h minuit, la veillée sur Discord. On discute, on joue à des jeux, on fait des tier lists, on s'amuse. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, je pense avoir fait le tour des rendez-vous qu'on peut avoir ensemble cette semaine. Voilà, voilà. Bonsoir Algo, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Oui, avant qu'on ne se lance dans la lecture va être relativement courte ce soir, alors je vais essayer de faire vite sur les pauses et sur l'intro. D'ailleurs, cette lecture, elle me pose quelques soucis parce que soit je lis à peine 1 heure, soit je lis 2 heures et quelques. Donc j'ai du mal à faire la découpe. Je préfère, tant pis, faire livre 1, livre 2, livre 3. Au moins, ça a une certaine cohérence, une certaine logique. On garde l'intégrité de l'œuvre. Donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Et puis peut-être, comme vous le savez, sur les dernières lectures, en général, j'aime bien faire une lecture un peu plus fat. Donc euh, peut-être que je ferai un live plus long pour terminer. Non, Algo, ça ne me dit absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. Voilà, voilà. Écoutez, oui, voilà, je voulais vous dire ça. Juste parce que, justement, je suis en train de me réorganiser, comme je vous ai dit, avec mon tableau. Je suis en train de me réorganiser et du coup, je réfléchis à des tas de choses. Donc juste pour vous mettre au courant, c'est vrai que j'en parle pas toujours parce que je veux pas vous spammer non plus, mais je suis toujours en train de travailler sur mon livre. Je suis toujours en train de travailler sur les corrections de mon livre. J'espère toujours le sortir avant la fin de l'année, mais c'est vrai que ça prend plus de temps que ce que j'aurais cru et je commence à avoir un peu peur que ça soit pas possible. Je vais faire tout mon possible malgré tout, mais voilà, je préfère aussi prendre le temps et que les choses soient bien faites que me speeder et que je sois déçu.
Je travaille sur d'autres projets également dans l'ombre. J'ai d'autres idées à venir également, sur lesquelles j'ai pas encore commencé forcément un taf concret, mais dans mon cerveau ça fuse. Et puis sinon, dernière chose dont je voulais m'entretenir avec vous, j'aime bien vous faire des petites recos culturelles, tout ça, tout ça. Je vous ai parlé la semaine passée de mon groupe favori Blink 182 qui a sorti deux chansons merveilleuses. Et bien demain, c'est marrant, je sais pas, je suis en train de retomber dans mon adolescence, dans mes années collège, dans mes années lycée. Euh, Demain, nouvelle chanson de Sum 41. Ça m'a fait rire. Donc du coup, Landmine, je crois, premier single tiré de Even XL, leur prochain album qui sera également leur dernier puisqu'ils ont annoncé la dissolution du groupe après cet album. Et donc, grosso modo, ils vont faire Even qui va être plus un album se rapprochant de leur album de jeunesse, donc avec un côté un peu plus pop-punk et elle qui se rapproche plus de leur style récent, donc un style un peu plus orienté métal, on va dire. Très intéressant, je suis très curieux de découvrir ça. Il y a plein de belles choses qui se passent dans l'univers pop-punk, punk, etc. En ce moment, c'est trop cool. Il y avait eu le nouvel album de Rancid il y a pas longtemps qui est très cool aussi. Il y a des rumeurs sur un nouvel album de The Offspring, encore une fois. Il y a le nouvel album de Green Day qui est censé pas traîner non plus début 2024. Donc c'est vrai que en ce moment, en termes de musique pop-punk, il y a beaucoup de choses qui me bottent beaucoup. Il y a aussi le nouvel album de The Dolly Rots, Night Hall, qui doit sortir le 13 octobre. Donc ouais, il y a plein de choses, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. Est-ce que tu peux répéter le nom du groupe, s'il te plaît? Celui que je préfère ou celui qui sort une chanson demain? Celui qui sort une chanson demain, c'est Sum 41. Et mon groupe préféré, c'est Blink 182. Donc SUM 41 et Blink 182. Voilà. Allez, sur ce, les amis, on va se lancer dans la lecture. J'ai déjà pas mal parlé. Je vous souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes, Algo, à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion, bien entendu. Je suis parti pour 4 chapitres, si je ne m'abuse, c'était ça que je m'étais dit. Et on va continuer à entrer dans la psyché du narrateur, un petit peu particulière, mais si agréable à découvrir. Personnellement, je suis fan du style, j'aime beaucoup. Donc je vous invite à vous installer, à prendre à boire, à manger, à vaquer à vos occupations en toute quiétude, à passer un agréable moment en ma compagnie, et santé à tous. On est parti, à tout à l'heure. Livre 3. Chapitre 1. Ou par force. Mais d'abord, je vous donnerai un aperçu des folies auxquelles je commençais à me livrer, afin de découvrir tous les autres Moscardas qui vivaient dans l'esprit de mon entourage, pour les détruire un à un. Folies obligées, car, jusqu'à ce jour, je n'avais jamais songé à construire moi-même un Moscarda ayant à mes yeux une façon d'être qui fût spécifiquement mienne. On comprend donc qu'il m'était impossible d'agir avec logique et cohérence. Après avoir essayé de démêler qui j'étais ou me figurais être pour telle ou telle de mes connaissances, il me fallait démontrer que la réalité, forcément mesquine, fragile et presque inconsistante qu'on m'accordait, était en contradiction avec ma véritable personnalité. Pourtant, il faut croire que le sens, l'aspect, la valeur déterminée que les autres me conféraient ne dépendaient pas uniquement de ma personne physique, laquelle se dérobait à ma vue et à mon jugement, mais aussi de certaines choses dont je ne m'étais jamais avisé jusqu'à présent. Cette pensée me révolta. Chapitre 2. Découverte. Ce nom, cruellement laid, Moscarda. La mouche et son bourdonnement irritant, fatigant. Mon esprit, lui, n'avait ni nom ni état civil. Pourtant, il renfermait en lui tout un monde. Et je n'associais pas mon nom, auquel je ne pensais guère, à toutes les choses que je voyais en moi et autour de moi. Soit, mais pour les autres, je n'étais pas ce monde anonyme, intégral, indivis, et pourtant changeant, que je portais en moi. Au contraire, extérieurement, dans leur univers à eux,
je représentais un être unique, déterminé, le nommé Moscarda, parcelle définie d'une réalité qui n'était pas la mienne, incluse hors de moi, dans la réalité des autres, et appelée Moscarda. Je causais avec un ami. À cela, rien d'étonnant. Il me répondait. Je le voyais gesticuler, il avait sa voix ordinaire, je reconnaissais ses gestes habituels. Lui, à son tour, reconnaissait mes gestes et ma voix. Tout cela était fort naturel, en effet, jusqu'au moment où je m'avisai que la voix de mon ami rendait pour moi un son différent de celui qu'il se connaissait. Car peut-être ignorait-il le son de sa propre voix, peut-être de même ignorait-il que son aspect était tel qu'il m'apparaissait, ou plutôt tel que je me le figurais en le regardant du dehors, alors que lui, en me parlant, ne se représentait certainement aucune image de sa personne, pas même celle qu'il s'attribuait et que lui renvoyait sa glace. Ah, mon Dieu, et moi alors? Le même phénomène se produirait-il à propos de ma voix, de mon apparence? Je n'étais donc plus un moi au contour imprécis qui parlait et regardait les autres, mais au contraire quelqu'un que les autres regardaient de l'extérieur et dont les inflexions de voix et l'aspect me demeureraient inconnus. J'étais par rapport à mon ami comme lui par rapport à moi, un corps impénétrable, dressé devant lui, qu'il se représentait sous des traits familiers mais qui, pour moi, ne correspondaient à rien. À tel point que je n'y pensais pas en parlant, pas plus que je ne pouvais les voir ni les connaître. Tandis qu'à ses yeux, ces traits-là caractérisaient un être distinct entre plusieurs autres, le nommé Moscarda. Était-ce possible? Et chacune de ses paroles, chacun de ses actes, dans cet univers ignoré de moi, émanait de Moscarda. Mon ombre même était Moscarda. Moscarda si on le voyait manger, Moscarda si on le voyait fumer, Moscarda s'il allait à la promenade, Moscarda s'il se mouchait. Je ne le savais pas, je n'y pensais pas, mais, pour les autres, mon nom et mon corps étaient toujours inséparables de mon aspect, ou plutôt de celui qu'ils me prêtaient, de toutes mes paroles, qui rendaient pour eux un son inconnu de moi et de tous mes actes, que chacun interprétait à sa façon. Il me paraissait odieux et stupide d'être ainsi étiqueté, une fois pour toutes, et de ne pouvoir me donner un autre nom, des noms à volonté, pouvant tour à tour s'accorder avec les diverses phases de mes sentiments et de mes actes. Mais désormais, je le répète, habitué à ce nom depuis ma naissance, je pouvais ne pas y attacher grande importance, et penser qu'en définitive, ce nom n'était pas moi, mais simplement une appellation servant à me désigner, pas belle, mais qui aurait pu être encore plus laide. Harry même, certains sardes ne s'appelaient-ils pas Porc? Monsieur Porc? Et, loin de répondre par un grognement, il disait avec un sourire poli, me voici, pour vous servir. Si bien qu'on éprouvait quelque gêne à le nommer ainsi. Négligeons donc le nom et l'aspect physique. Pourtant, j'avais acquis devant ma glace la pénible conviction qu'elle ne me renverrait jamais une image autre que celle qui m'était familière. Je n'avais pas choisi mes traits, et même ils étaient en contradiction avec le souhait que je pouvais avoir d'en posséder d'autres, et non ceux-ci. Ces cheveux-là de cette couleur, ces yeux verdâtres, et ce nez, cette bouche. Toutefois, je le répète, ne nous attachons pas à l'aspect physique. En somme, même monstrueux, j'aurais bien dû me résigner au mien, puisque j'acceptais de vivre. Or, je conviens qu'il n'avait rien de repoussant, et que je pouvais m'en accommoder. Mais les circonstances, je parle de celles qui ne dépendaient pas de ma volonté, celles qui avaient déterminé mon existence en dehors de moi, et sans que j'y fusse pour rien. Les circonstances de ma naissance, les conditions de ma famille. Je ne m'étais jamais mis en face d'elles pour les peser comme faisaient les autres, chacun à sa façon, bien entendu, dans sa propre balance, chargée du poids de l'envie, de la haine, du mépris, ou que sais-je encore. Jusqu'à ce jour, je m'étais cru un homme dans la vie. Un homme, voilà, dans la vie, comme si je m'étais fabriqué de toutes pièces. Mais, de même que je n'avais pas créé mon corps ni choisi mon nom, et que j'avais été appelé à vivre du fait des autres, et sans que je l'eusse demandé, de même, indépendamment de ma volonté, bien d'autres choses m'avaient été conférées ou données par les autres, auxquelles je n'avais jamais songé, dont je ne m'étais jamais fait une image, cette image étrange, hostile, que l'on m'opposait à présent. L'histoire de ma famille dans mon pays, je n'y pensais point. Mais, pour les autres, cette histoire faisait partie intégrante de moi.
J'étais un de cette famille, le dernier, marqué de son empreinte, tenant d'elle qui sait combien d'habitudes d'agir ou de penser, auxquelles je n'avais jamais réfléchi, mais que les autres retrouvaient clairement en moi, dans ma façon de parler, de marcher, de saluer. Je me croyais un homme dans la vie, un homme quelconque, qui vivait au jour le jour, d'une vie en somme désœuvrée, bien que remplie de bizarres pensées errantes. Mais non, non. Pour moi, j'étais un homme quelconque, mais pas pour les autres. À eux, j'offrais beaucoup de signes distinctifs, que je ne m'étais ni donné ni fabriqués, et auxquels je n'avais jamais pris garde. Je me croyais un homme quelconque, un oisif, mais cette oisiveté même que je prenais pour une particularité de mon caractère, les autres considéraient que j'en étais redevable à mon père. Elle résultait de la richesse de mon père. C'était une oisiveté féroce, parce que mon père... Ah, quelle découverte! Mon père, la vie de mon père. Chapitre 3. Les racines. Il m'apparut, grand, gras, chauve. Le sourire singulièrement tendre qu'il me réservait illuminait ses yeux bleuâtres, hyalins. Dans ce sourire, un rien de pitié se nuançait à une certaine ironie, mais affectueuse. Peut-être lui plaisait-il au fond que je fusse de nature à la justifier. Peut-être me considérait-il comme un luxe de bonté qu'il pouvait s'offrir impunément. Mais sous la barbe touffue, rousse et plantée si drue que les joues en semblaient pâles, voilà que ce sourire, tapi sous les grosses moustaches un peu jaunies en leur milieu, s'était à présent perfidement changé en un ricanement glacial, muet, auquel je n'avais jamais pris garde. La tendresse ironique, affleurant aux prunelles bleues, me parut chargée d'une horrible malice, subitement révélatrice de tant de choses que j'en frissonnais. Mais les yeux vitreux rivés sur moi me tenaient sous leur fascination, comme pour m'empêcher de réfléchir à toutes ces choses dont pourtant se composait cette tendresse et qui, malgré cela, était affreuse. Mais puisque tu n'étais, et tu n'es encore qu'un sot, oui, un pauvre naïf sans cervelle, qui t'en va à la poursuite de tes pensées sans jamais en retenir une qui puisse te fixer. Jamais tu ne prends une résolution sans en faire aussitôt le tour, et à force de la regarder, elle finit par t'hypnotiser. Et le lendemain, au réveil, en la voyant devant toi, tu ne sais plus comment elle a pu surgir en toi la veille par ce beau soleil. J'étais bien forcé, tu vois, de t'aimer de la sorte. Tu regardes mes mains? Ah, ces poils roux, au dos des doigts. Mes bagues, trop nombreuses. Et cette grosse épingle de cravate, et aussi ma chaîne de montre. Trop d'or. Qu'as-tu à me regarder? Avec effort, mon angoisse se détourna de ses yeux, de tout cet or, et se fixa sur quelques vénules bleuâtres qui striaient à fleur de peau son front pâle et son crâne luisant, frangé de cheveux roux, roux comme les miens, ou plutôt les miens comme les siens, mais alors en quoi miens, puisqu'il me venait manifestement de lui. Peu à peu, la vision de ce crâne luisant s'estompait, comme absorbée par le vide. Mon père. À présent, dans le vide, planait un silence atterré, lourd de toutes les choses dépourvues de sens et de forme, qui demeurent inertes, muettes et impénétrables à l'esprit. Ce ne fut qu'un instant, mais éternel. Il contenait toute l'épouvante des nécessités inéluctables, aveugles des choses qui ne peuvent changer. La geôle du temps, le fait d'être né maintenant, ni plus tôt ni plus tard, le nom et le corps qui nous sont donnés, l'enchaînement des causes, la semence jetée par cet homme, mon père, sans le vouloir, ma venue au monde, produit de ce germe, fruit involontaire de cet homme, relié à ce rameau, jailli de ses racines. Chapitre 4. La plante qui germe. Je découvris alors, pour la première fois, mon père sous un angle nouveau. À l'extérieur, vivant sa vie propre, non tel qu'il était pour soi, tel qu'il se sentait, cela je ne pouvais pas le savoir, mais comme un être qui me serait entièrement étranger, m'apparaissant aujourd'hui dans la réalité que devaient lui conférer les autres. Peut-être sera-t-il arrivé à tous les fils de s'apercevoir avec humiliation que ce père, objet de notre respect, ne possède pas et ne peut posséder pour autrui une réalité identique à celle que nous lui donnons. Découvrir comment il vit, et quel homme il est en dehors de nous, pour soi, dans ses rapports avec les autres.
Et les autres, en causant avec lui, et en l'excitant à parler, à rire, à regarder, oublient un moment notre présence, et nous laissent ainsi entrevoir l'homme qu'ils connaissent en lui, l'homme qu'il est pour eux, un autre. Mais qui? Impossible de le savoir, car aussitôt notre Père a fait un signe du doigt, ou de la main, pour rappeler que nous sommes là. Et ce petit signe furtif suffit pour creuser en nous un abîme. Celui que nous croyions si proche de nous, le voilà projeté au loin et aperçu comme un étranger. Nous sentons un déchirement de tout l'être, et n'avons plus avec cet homme qu'un point de commun dont nous rougissons. Notre naissance, détachée, arrachée de lui, événement banal, peut-être prévu, mais involontaire dans la vie de cet étranger, conséquence d'un geste, fruit d'un acte, une chose en somme qui nous inspire de la honte, qui suscite en nous du mépris, presque de la haine. Et, dans les regards de notre Père aussi, qui viennent de croiser les nôtres, nous discernons sinon une haine véritable, du moins une certaine irritation. Ainsi dressés, et avec nos deux yeux vigilants et hostiles, nous sommes pour lui la conséquence inattendue d'un élan ou d'un plaisir momentané. Germe inconnu de lui, qui à présent, avec ses yeux d'escargot montés en antenne, tâtonnant, le juge et l'empêche d'être à sa guise, en toute liberté, un autre, par rapport à nous aussi. Et c'est la fin du chapitre 4, les amis. Nous marquons une toute petite pause. Et non, Liwo, non, Liwo, je mets du disclaimer. En fait, pour t'expliquer grosso modo, Liwo, depuis quelques temps déjà, Twitch a mis à disposition un outil qui fait que on peut prévenir de ce qui pourrait être choquant, etc. sur nos lives. Et en fait, ça va être obligatoire à partir de novembre, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc du coup, les créateurs de contenu, comme on pourrait dire, sont appelés très vivement de la part de Twitch à mettre ce genre de disclaimer, parce que grosso modo, ils sont en mode, bah, si tu dis, par exemple, si tu dis des gros mots, si tu dis des grossièretés, et que tu n'as pas prévenu, eh ben, ils peuvent te taper sur les doigts et te mettre des strikes ou ce genre de choses a priori. Donc voilà. J'ai vu que je sais que j'ai tendance facilement à dire des grossièretés. J'ai préféré dire que sur tous mes lives, il était susceptible d'y avoir des grossièretés. Voilà, voilà. Ah, bon, comme je l'ai dit, la lecture de ce soir risque d'être très courte. Donc je pense que je vais vraiment faire des pauses pas longues du tout. Parce que bah, ça me ferait mal un peu de parler davantage que je ne lis. Je suis vraiment, vraiment, vraiment à fond dans l'œuvre, pour être tout à fait honnête, c'est trop ma came. C'est trop, trop ma came. L'écoute aux portes qui nous dit c'est spécial toute cette introspection, mais j'aime bien. Haha. C'est intéressant, c'est des mots qui me parlent, introspection, beaucoup, parce que j'ai l'impression de ne faire que ça de ma vie. D'ailleurs, c'est assez drôle. Enfin, je vous ai déjà dit que je me retrouvais beaucoup dans Luigi Pirandello. Euh, je me retrouve beaucoup dans son écriture et je me retrouve beaucoup dans les questions que son narrateur se pose, qui, je pense, sont des questions que Luigi Pirandello se pose. J'ai vu sur sa page Wikipédia qu'il était mort le jour de mon anniversaire. Bon, avec des années de différence, mais bref, on partage le 10 décembre. Et j'ai vu aussi, alors peut-être réincarnation, tu sais, le mec qui part beaucoup trop loin. Non mais ça m'a amusé. En fait c'est marrant, c'est plein de petits détails à la con comme ça qui m'ont amusé. Au tout début de l'œuvre, il dit qu'il a 28 ans, j'ai 28 ans. Dans sa manière de réfléchir, de se poser des questions et de faire une introspection, je me reconnais énormément, parce que c'est vraiment trop de questions et de réflexions que je peux me faire aussi. Toutes les questions qu'il se pose depuis le début du bouquin, j'ai l'impression de baigner là-dedans à longueur de journée. Donc c'est très marrant pour moi, c'est très troublant aussi, mais j'ai jamais eu, je pense, une œuvre euh, dans laquelle je me reconnais autant et dans laquelle j'ai autant des points d'accroche, des points de similitude comme ça, donc c'est très perturbant pour moi. Euh, il y avait une dernière chose que je voulais dire, oui, une chose qui me fait flipper. Alors ça, je sais plus exactement, donc prenez avec des pincettes ce que je vais dire.
Il me semble que c'est sa femme, mais je suis plus sûr. Il me semble que c'est dans des lettres à sa femme, ou un truc comme ça. Peut-être des lettres à un ami, ou je sais plus bien. Ou peut-être des gens qui ont parlé de lui dans des lettres ou dans un livre, ou je sais plus. Mais bref, en tout cas, il y avait l'idée comme ça, à un moment, de dire que l'impression que Luigi Pirandello n'avait pas vécu sa vie et que il avait passé plus de temps à. En fait, il avait pas vécu sa vie, il avait écrit quoi. Et qu'en gros, il avait écrit sa vie et il avait pas lu sa vie. Il avait pas lu. Il avait écrit sa vie et il avait pas vécu sa vie. Euh... ça m'a parlé aussi et ça m'a fait peur aussi parce que je me suis dit que c'est typiquement le genre de choses dans lequel je ne veux pas tomber. Et que j'ai l'impression d'être un peu attiré vers ce genre de tendance. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et autant vous dire que cette œuvre, globalement, me touche beaucoup et me d'une manière très spécifique, si je puis dire, d'une manière très intime, retrouve beaucoup de d'écho, trouve beaucoup d'écho en moi. Voilà, voilà. En fait, les questions qu'il se pose, je pense qu'on est plusieurs à se les poser, mais on les dilue tout au long de notre vie. Là, c'est tout d'un coup. Ah, intéressant, intéressant. C'est vrai qu'on peut le voir comme ça. Et du coup, bah moi, je suis comme Luigi Pirandello, c'est-à-dire que je me pose tout d'un coup, tout le temps. Mais bon, justement, ça fait partie. Je vous disais tout à l'heure que j'essaie de me réorganiser en refaisant mon tableau, par exemple, etc., etc. Ça fait partie des constats de ma vie en ce moment, de me dire, ok, je pense à trop de choses. En fait, je suis peut-être un petit peu maniaque, genre contrôle fric ou un truc comme ça, j'imagine. Je sais pas trop. Ou bien stressé, ou bien un peu les deux. Bref. Mais en fait, ouais, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Je peux pas passer ma journée à réfléchir comme ça à ce point tout le temps. Faut que je trouve des solutions. À tel point, et là, ça me fait un peu flipper et pas plaisir, à tel point que en ce moment, j'ai un truc vraiment qui me fait de la peine quelque part. C'est que presque je n'arrive plus à lire. C'est-à-dire que lire en live avec vous, ça va parce que je suis investi, parce que c'est à l'oral, etc. Mais lire pour moi tout seul dans mon crâne, j'ai énormément de mal en ce moment. J'avais déjà entendu des gens de mon entourage me dire ça. Et en fait, là, de le vivre, je vois à quel point ça fait chier, quoi. Parce que, bah, pour moi, lire, c'est quand même une activité que je fais beaucoup et depuis toujours, quoi. Que ce soit des mangas, des comics, des romans, des BD, ce que vous voulez. Et là, vraiment, j'ai l'impression de perdre cette capacité dans le sens où je lis 3 pages et au bout de 3 pages, je suis en mode je ne peux plus lire parce que j'ai trop de choses en tête. Et les 3 pages que je viens de lire, je n'ai absolument rien retenu, rien compris. C'est même pas de l'ordre de la fatigue parce que voilà, il y a ce symptôme qui existe de je suis trop fatigué, je lis 3 pages, j'ai rien compris parce que je suis trop fatigué. Moi, ça serait plus, je lis 3 pages et j'arrive à saturation d'informations parce que je suis en mode, je pense déjà à tellement d'autres choses que juste j'arrive plus à imprimer de l'information, j'arrive plus à lire. Et je vous avoue que ça me fait grave peur et ça me fait grave chier. Et ouais, ça me fait de la peine quelque part. Donc j'ai pas envie de tomber là-dedans. Donc c'est pour ça aussi que j'essaie de me reprendre en main, on va dire, et de tenter des nouveaux stratagèmes pour essayer d'éviter d'en arriver à ce genre d'extrémité de stress, j'imagine. J'imagine qu'en vrai, on pourrait résumer ça à du stress, j'imagine. C'est très bizarre pour moi de dire ça parce que j'ai toujours eu l'impression d'être quelqu'un de très chill. Mais force est de constater que peut-être j'ai pas mis les bons mots sur les bonnes choses et que je suis peut-être un énorme stressé. Je sais pas trop. Bref, le mec qui fait sa psychanalyse en live. Mais c'est vrai que 1 personne et 100 000 tend à nous amener sur ce genre de questions, quoi. Donc forcément, ça déclenche des choses aussi en moi. Enfin voilà. Voilà, voilà. Euh, et du coup, oui, juste pour boucler la boucle, pardon. Le pourquoi du comment j'ai effacé mon tableau et j'ai tout réorganisé bien dans le détail et tout, c'est justement parce que je me dis, j'ai trop d'informations en tête, il faut que je m'en débarrasse. Il faut que je vide ma tête parce que sinon je vais plus savoir rien faire là.
parce que là, j'arrive à saturation, en fait, c'est vraiment ça. Donc du coup, toutes les informations inutiles, chiantes, quotidiennes, des petites choses obligatoires du quotidien, je me suis dit, il faut que je jarte ça de ma tête parce que j'y réfléchis en permanence et c'est pas possible. Ça m'empêche de vivre, entre guillemets. Genre hier, en fait, je me suis fait la réflexion aussi. Hier, j'en parlais donc avec mon père. Marrant parce que le chapitre dont on vient de parler parle du père aussi. Bref, j'en parlais avec mon père et en fait, je me suis rendu compte que pour lui dire quelques petites choses que j'avais dans l'esprit qui n'étaient pas hyper importantes mais auxquelles je pensais constamment, j'ai mis 30-45 minutes. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Parce que si je me répète un nombre d'informations tel qu'il faut 30 à 45 minutes pour les dire, et si je me répète ça en boucle dans mon esprit, forcément que j'ai l'impression d'avoir le cerveau un peu trop occupé et préoccupé, et de pas savoir avancer, quoi. Donc voilà, ça a été aussi un peu une révélation à moi-même de me dire, ok, non, là, faut arrêter les conneries. Donc voilà, j'ai fait un tableau énormissime, plein à craquer, avec plein d'informations dans tous les sens, en espérant que ça me soulagera l'esprit. Voilà, voilà. Bon, au final, j'ai presque pas parlé de l'œuvre, mais bon, l'œuvre reste très intéressante et j'aime beaucoup le fait que, en même temps, ça paraît logique, le fait que lorsqu'on se questionne sur soi, il y ait forcément un moment, une petite incartade sur se questionner sur d'où on vient quelque part et sur ses origines, sur son ascendance. Non, ascendance, c'est ce qui nous suit, c'est ce qui. Tiens, est-ce qu'on peut employer le mot ascendance dans ce contexte? Je suis curieux. Maintenant, quand je sais pas, je préfère vérifier. Enfin, j'ai toujours aimé fouiller dans le dictionnaire, je vous l'avais déjà dit, mais. Alors, ligne généalogique par laquelle on remonte de l'enfant aux parents. Donc, c'est bien ça, l'ascendance. J'ai eu raison. Bref, bah oui, c'est l'ascendance et la descendance. Donc, oui, je pense que les questions de l'ascendance se posent forcément à un moment quand on se pose des questions sur soi, quoi. Hop, sur soi, sur son rapport au monde. C'est ça que je trouve hyper intéressant aussi, c'est que c'est soit son rapport au monde, son rapport aux autres, le rapport aux autres qu'ils ont avec le monde. Enfin voilà. Donc ça recoupe plein de choses. Ok, je te souhaite une bonne écoute, l'écoute aux portes, bonne écoute Liwo, Algo si vous êtes toujours parmi nous. Bonne écoute à tous au nombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour une dernière pause. Chapitre 5. Traduction d'un titre. Jamais encore je n'avais ainsi dissocié de moi mon père. Je me l'étais toujours imaginé, rappelé, en tant que père, tel qu'il se montrait à moi. Bien peu, à vrai dire, car ma mère étant morte extrêmement jeune, je fus placé dans un collège éloigné de Riquieri, puis dans un second, enfin dans un troisième, où je restai jusqu'à 18 ans. Par la suite, j'allai à l'université durant 6 ans, et j'y passai d'un genre d'études à un autre, sans en retirer le moindre avantage pratique. C'est pourquoi je finis par être rappelé à Riquieri et, récompense ou châtiment, prestement marié. 2 ans plus tard, mon père mourut, sans me laisser de lui, de son affection, d'autres souvenirs plus vifs que ce sourire tendre où il entrait, comme je l'ai dit, un mélange de pitié et d'ironie. Mais qu'avait-il été, au fond? À présent, je sentais que mon père mourait tout entier. Il avait été conforme à l'idée que s'en faisaient les autres, et que je partageais bien peu. Et ce sourire à mon adresse lui venait certainement aussi des autres, de cette réalité que les autres lui conféraient, et qu'il soupçonnait. C'est maintenant que je me l'expliquais, et que j'en percevais l'horrible signification. Quelle est la profession de ton père? Me demandaient mes camarades au collège. Je répondais banquier, car pour moi, mon père était banquier. Si votre père était bourreau, comment traduirait-on ce titre dans votre famille, de manière à le concilier avec la tendresse que vous lui portez et qu'il vous porte? Oh, il est tellement, tellement bon pour vous. Oh, je le sais bien, inutile de me le dire. Je me représente parfaitement l'amour d'un tel père pour son petit garçon, la délicatesse de ses grosses mains qui tremblent en lui boutonnant au cou sa petite chemise blanche. Et puis, le lendemain, à l'aube, ses mains féroces posées sur le comptoir. Car, tout banquier qu'il est,
Je me l'imagine aisément, élevant ses taux de 10 à 20%, et de 20 à 40%, au fur et à mesure que s'étend, dans son pays, avec la mésestime générale, sa réputation d'usurier. Demain, elle pèsera comme une honte sur le petit garçon encore ignorant de tout, qui se divertit de pensées saugrenues, pauvre luxe de bonté, et qui vraiment méritait bien ce sourire de tendresse, à demi ironique, à demi apitoyé. Chapitre 6. Je me présentai à ma femme Dida, les yeux emplis de l'horreur de cette découverte, horreur qui se voilait d'humiliation et de tristesse. Pourtant un vague sourire errait sur mes lèvres à la pensée que personne ne pourrait croire à l'existence en moi de pareils sentiments. Dida se trouvait, je m'en souviens, dans une chambre claire. Vêtue de blanc, et tout enveloppée dans un rayon de soleil, elle rangeait dans la grande armoire laquée blanc et or, à triple glace, ses nouveaux vêtements printaniers. Refoulant mon amertume et ma honte secrète, j'essayai d'extraire de mon gosier une voix qui ne sembla pas trop étrange, et demandai « Tu sais bien, n'est-ce pas, Dida, quelle est ma profession ?» Dida, tenant à la main un porte-habit d'où pendait une robe de voile Isabelle, se retourna d'abord et me dévisagea comme si elle ne me reconnaissait pas. Ahurie, elle répéta « Ta profession ?» L'esprit déchiré, il me fallut à nouveau subir l'amertume de cette honte pour renouveler ma question. Mais cette fois, elle me resta en partie dans la gorge. « Oui, dis-je, qu'est-ce que je fais ?» Dida me regarda un instant et partit d'un grand éclat de rire. « Mais que dis-tu là, Jean-Gé ?» Son rire dissipa brusquement l'horreur et le cauchemar de ces lois inéluctables, aveugles, contre lesquelles mon esprit plongé dans le gouffre de ses recherches venait de se heurter en frissonnant. Ah, voilà, un usurier pour les autres. Pour ma femme Dida, un imbécile. Ici, j'étais Jean-Gé, quelqu'un, dans la pensée et aux yeux de ma femme. Et qui sait combien d'autres Jean-Gé je figurais au dehors, dans la pensée ou simplement aux yeux des gens de Riquieri. Il ne s'agissait pas de mon esprit qui, lui, se sentait libre et intangible, à l'abri de toutes mes considérations sur les contingences extérieures, sur tout ce qui m'avait été donné ou qui m'était venu des autres, en premier lieu, la profession de mon père. Non ? Mais alors, de quoi s'agissait-il ? S'il m'était possible de récuser cette réalité méprisable que me conféraient les autres, j'étais, hélas, pourtant forcé d'admettre que même si je m'en étais attribué une moi-même, elle ne serait pas plus vraie, en tant que réalité, que celle qu'il m'attribuait, en laquelle il me faisait consister, avec un corps qui, à présent, devant ma femme, me semblait ne plus m'appartenir à moi, puisqu'elle avait fait sien ce Jean-Gé, qui venait à l'instant de tant l'égayer, en proférant une nouvelle ineptie. Vouloir connaître sa profession. Comme si on l'ignorait. Luxe de bonté, murmurai-je presque à part moi, rompant un silence qui me paraissait hors de la vie, car, ombre devant ma femme, je ne savais même plus de quel lieu, moi, en tant que moi, je lui parlais. Que dis-tu ? Répéta-t-elle, solidement campée dans sa réalité à elle, tenant toujours le vêtement couleur Isabelle à la main. Je ne répondais pas. Elle s'avança vers moi, me prit par le bras, et souffla sur mes yeux, voulant sans doute y effacer un regard qui n'était plus celui de son Jean-Gé. Ce Jean-Gé qui, lui aussi, comme elle, devait feindre d'ignorer le nom que dans le pays on donnait à la profession de son père. Mais n'étais-je pas pire que mon père ? Ah, lui du moins travaillait, mais moi, que faisais-je ? J'étais le bon fils féroce, le bon fils qui parlait de 1000 choses étrangères et même bizarres, de la découverte de mon nez qui était de travers, ou bien de la face opposée de la lune, pendant que la soi-disant banque de mon père, grâce aux deux amis fidèles, Firbo et Quantorzo, continuait à travailler, à prospérer. Il y avait aussi quelques associés de moindre importance. Les deux amis fidèles y étaient co-intéressés, comme on dit, et on allait, le vent en poupe, sans que j'eusse à m'en occuper. Chéri de tous mes co-associés, de Quantorzo comme un fils, de Firbo comme un frère. Tous savaient qu'il était inutile de me parler à affaire et qu'il suffisait de me demander de temps en temps une signature. Je signais, c'est tout. Je signais, c'était tout. Non pas tout, car parfois aussi, quelqu'un venait solliciter un mot de recommandation pour Firbo et Quantorzo, et moi alors, je lui découvrais une fossette qui divisait son menton en deux parties inégales, l'une plus accentuée que l'autre.
Comment ne m'avait-on pas encore assommé jusqu'à présent? C'est parce que, de même que je ne m'étais pas encore détaché de moi pour m'examiner, je vivais en aveugle dans les conditions où le sort m'avait placé, sans chercher à les approfondir, y étant né et y ayant grandi, de sorte qu'elles me paraissaient naturelles. De même, les autres aussi trouvaient naturel que je fusse ainsi. Et, me connaissant ainsi, ils ne m'imaginaient pas autrement. Ils pouvaient supporter ma vue presque sans haine, et même sourire à ce bon fils féroce. Tous. Soudain, je sentis, comme 4 lames empoisonnées, 2 paires d'yeux plantés dans mon âme. Les yeux de Marco di Dio et de sa femme Diamant, que je rencontrais chaque jour en rentrant chez moi. Chapitre 7. Parenthèse nécessaire, la même pour tous. Marco di Dio et sa femme Diamant se trouvèrent être, si j'ai bonne mémoire, mes premières victimes. Par là, j'entends les premiers qui me servirent de sujet d'expérience à l'effet de détruire un Moscarda. Mais de quel droit parlerais-je d'eux? De quel droit conférerais-je une apparence et une voix à des êtres qui ont une vie distincte de la mienne? Comment en parler? Je les vois du dehors, tels qu'ils s'offrent à ma vue, c'est-à-dire sous un aspect qui leur semblerait sans doute étranger. Ne commettrais-je pas à leur égard l'injustice dont je souffre moi-même? Oui, certes, mais avec cette légère différence que je tiens compte de la façon particulière dont chacun se voit et se construit, finissant sincèrement par se croire tel, non seulement à ses propres yeux, mais aux yeux des autres. Présomption dont chacun doit payer la rançon. Mais vous ne vous rendez pas encore à l'évidence, et vous vous écriez « Et les faits, qu'en faites-vous? Les données des faits n'existent-elles donc plus ?» Si, elles existent. Naître est un fait. Naître à une époque plutôt qu'à une autre, je vous l'ai déjà dit, de tel père plutôt que de tel autre, et dans telle ou telle condition. Naître fille ou garçon, en Laponie ou au centre de l'Afrique, beau ou laid, avec ou sans bosse, voilà des faits. Si vous perdiez un œil, ce serait encore là un fait, et si, étant peintre, vous les perdiez tous les deux, ce serait le fait le plus fâcheux qui vous puisse advenir. Le temps, l'espace, autant de nécessités inéluctables. Le sort, la fortune, les événements, traquenards que nous tend la vie. Vous voulez exister? Or il n'est pas d'existence dans l'abstrait. Il faut que l'être se prenne au piège d'une forme, et, pour un temps s'en accommode, ici ou là, de telle ou telle façon. Toute chose, aussi longtemps qu'elle dure, est forcée de subir sa forme, la condamnation, la contrainte d'être ainsi, et de ne pouvoir se modifier. Cet être contrefait que nous voyons là nous semble comique, d'une drôlerie supportable pour une seule minute, pas davantage. Après, nous le voudrions redresser, svelte, agite, élancé. Mais non, il ne changera plus durant toute sa vie, et il n'en a qu'une, et devra se résigner à la passer tout entière ainsi. Il en est des actes comme des formes. L'acte accompli est ce qu'il est, sans transformation possible. Quand un individu agit, son acte le suit et demeure, même s'il n'est pas perceptible et sensible à travers ses actions suivantes. L'homme y reste emmuré, comme dans un cachot. Si vous êtes marié, ou même, dans l'ordre matériel, si vous avez volé et que vous ayez été surpris, si vous avez tué, les conséquences de vos actions vous envelopperont en spirale, vous étoufferont de leurs tentacules, et vous sentirez peser sur vous, atmosphère dense, irrespirable, la responsabilité que vous avez assumée de ces actions et de leurs résultats involontaires et imprévus. Comment vous en libérer désormais? Mais qu'entendez-vous par là? Que les actes comme les formes déterminent ma réalité ou la vôtre? Mais comment? Pourquoi? Personne ne peut contester qu'on est le prisonnier de ses actes. Mais si c'est à cela que se borne votre affirmation, elle ne contredit pas la mienne, puisque je dis et je soutiens, moi aussi, que nos actes constituent une prison, et la plus injuste qui se puisse imaginer. Je croyais pourtant l'avoir démontré. Je connais Pierre. Je lui confère une réalité à ma façon, et fondée sur la connaissance que j'ai de lui. Mais vous aussi, vous connaissez Pierre, et celui qui vous est familier n'est certes pas le même, car chacun de nous le voit et lui confère une réalité à sa façon. Or, pour lui aussi, Pierre possède autant de réalités distinctes qu'il connaît d'individus, car il se connaît d'une certaine manière dans ses rapports avec moi, d'une autre avec vous, et avec un tiers, et ainsi de suite.
Ce qui revient à dire que Pierre est en réalité un être pour moi, un autre encore pour vous, un autre pour un troisième, et puis encore un autre pour un quatrième, tout en ayant l'illusion, lui aussi, lui surtout, qu'il est unique pour tout le monde. Voilà le fâcheux, ou si vous préférez le comique. Nous accomplissons un acte. Nous croyons de bonne foi y être tout entier. Hélas, nous nous apercevons qu'il n'en est rien et qu'au contraire, l'acte est toujours et uniquement commis par l'un des nombreux individus que nous incarnons ou que nous sommes susceptibles d'incarner. S'il nous arrive par malheur d'y demeurer pour ainsi dire liés et pendus, nous nous apercevons que nous n'y sommes pas inclus tout entier et que par conséquent ce serait une atroce injustice de nous juger sur ce fait unique, de nous y tenir liés et pendus, attachés à ce pilori pour toute la vie, comme si cette vie devait se résumer dans ce seul acte. Et alors, nous nous écrions, mais je suis aussi celui-là, et cet autre, et puis cet autre encore. Plusieurs êtres, mais oui, plusieurs, qui étaient étrangers à l'acte commis par l'un d'eux, et n'avaient rien à y voir, ou bien peu de choses. Ce n'est pas tout. Il arrive souvent que par la suite l'auteur de l'acte, autrement dit la réalité que nous nous sommes conférée à un moment donné et qui seul est responsable, disparaisse complètement. Si bien que le souvenir de cet acte ne demeurera plus en nous, à supposer qu'il y demeure, qu'à l'état de cauchemar inexplicable. Un autre être, 10 autres, tous les autres qui cohabitent en nous, surgissent un à un pour nous demander des comptes que nous ne sommes plus en mesure de rendre. Réalité passée. Quand il ne s'agit pas de faits aussi graves, nous donnons à ces réalités de jadis le nom de désillusion. Oui, c'est cela, car en vérité toute réalité est une illusion, cette même illusion qui me fait vous dire que vous êtes en présence d'un autre que celui que vous croyez. Vous vous trompez, m'objectez-vous. Nous sommes très superficiels, vous et moi. Nous n'approfondissons pas assez cette bouffonnerie, dont le sens est plus difficile à pénétrer que vous n'imaginez. C'est que l'être agit nécessairement au moyen de formes, les apparences qu'il crée, et auxquelles nous conférons la valeur d'une réalité, valeur qui varie selon que l'être nous apparaît sous telle forme et dans l'accomplissement de tel acte. Il nous semble fatalement que ce sont les autres qui font erreur, qu'une forme donnée, un acte donné, ne sont pas tels qu'ils les jugent. Mais si notre angle de vision se déplace, nous nous apercevons que notre jugement aussi était faux, si bien qu'en fin de compte, nous sommes forcés de reconnaître que nous ne pourrons jamais leur assigner de réalité définitive, de façon stable et certaine, mais tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, de sorte que ces réalités nous paraissent tour à tour toutes erronées ou toutes vraies, ce qui revient au même. Il ne nous a pas été donné une réalité unique, et il n'en est point, mais c'est à nous qu'il importe de la créer, si nous voulons exister. Et elle ne sera d'ailleurs jamais unique pour tous, unique pour toujours, mais en transformation perpétuelle. Si d'une part l'on peut soutenir que la réalité d'aujourd'hui est la seule vraie, d'autre part cette assertion nous précipite dans un vide sans fond, car demain la réalité d'aujourd'hui est destinée à se révéler illusion. Et la vie ne conclut pas. Elle ne peut conclure. Si demain elle concluait, ce serait sa fin. Et c'est la fin du chapitre 7. Nous marquons une courte pause, les amis. Alors, autant j'ai beaucoup apprécié, autant ça devient un peu plus compliqué à suivre, je trouve. Parce que, malgré tout, on va pas se mentir que euh, il y a pas mal de répétitions et du coup, comment dire, j'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de concepts différents avec les mêmes mots. Disons, j'ai l'impression qu'on parle de beaucoup de concepts voisins avec les mêmes mots, ce qui fait que pour le suivre entièrement, c'est pas toujours évident, je trouve. Ça reste très intéressant, mais je me demande si ça dure sur tout le livre, est-ce que ça va pas finir par être un peu redondant, un petit peu saoulant. Moi, je trouve ça toujours très intéressant pour le moment, et puis je vois bien qu'il y a plusieurs branches à sa pensée. Il revient, voilà, un petit peu frénétiquement, j'ai envie de dire, sur la même idée de base en permanence. Comme il le dit lui-même, il est dans une sorte de folie. Donc voilà, on sent une sorte d'obsession presque avec son idée de base.
Et c'est intéressant aussi de retourner à son idée de base, je trouve, et de la rappeler, parce que, bah, voilà, quand on part dans des élucubrations, parfois, on oublie d'où on est parti, disons. Donc en vrai, c'est intéressant, mais c'est vrai que je me dis, il a quand même tendance à se répéter pas mal. J'ai peur que ce soit parfois un peu désarçonnant, un peu paumant, que ça nous perde. Et j'espère que ça va pas devenir trop répétitif euh, et finir par nous gaver au fur et à mesure parce que je crois qu'il y a quand même 7 ou 8 livres en tout et pour tout. Voilà, il y a 8 livres. Donc si sur les 8 livres on tourne vraiment autour des mêmes termes, je dis même pas les mêmes thèmes parce que c'est des thèmes voisins, c'est des thèmes connexes, mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est beaucoup les mêmes mots employés pour parler de différentes choses. Donc voilà, ça peut être un petit peu tatillon. Ça peut être un peu compliqué comme ça. Bref, mais sinon je trouve ça très très cool. Très très cool. J'essaie juste de voir où il veut en venir quelque part. Je sais pas s'il a tellement une visée. Je sais pas si on peut dire qu'il y a un fil rouge dans son œuvre, dans son histoire, dans son roman. Euh, je sais pas s'il a une visée, s'il a un objectif derrière tout ça ou non. Puisque je répète que c'est une œuvre qui a été publiée sur l'espace de 15 ans, je crois de 1909 à 1926, mais du coup ça fait pas 15 ans, donc c'est pas ça. Je me rappelle plus, c'était peut-être pas 15 ans et c'était peut-être pas ces dates-là. Bref, en tout cas ça a été publié sur un grand nombre d'années en roman feuilleton. Donc je me dis, si ça se trouve, il n'y a pas tellement de fil rouge, ça a plus été une sorte d'œuvre exutoire pour lui, une sorte d'œuvre sur laquelle voilà, il aimait revenir d'année en année et élaborer comme ça sur sa théorie quelque part. Donc si ça se trouve, ça va être juste de l'élaboration, de l'élaboration, de l'élaboration, sans qu'il y ait forcément une résolution d'histoire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est bien possible. Je pense que c'est bien possible. Euh, ouais, peut-être qu'il offre juste une thèse qu'il se construisait lui-même dans sa vie au fur et à mesure des ans, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, peut-être. Mais pour contrecarrer un peu ça, ça fait plusieurs fois qu'il annonce des choses quand même. Ça fait plusieurs fois qu'il dit je vais vous parler de ma folie, je vais vous parler de ceci et de ce que ça m'a fait faire. Donc il y a quand même un effet d'annonce. Et s'il y a un effet d'annonce, c'est que j'imagine il sait ce qu'il va annoncer et qu'il sait où il va en venir. Donc il y a quand même dans la manière dont c'est construit l'impression que il y aurait un fil rouge, il y aurait un objectif, il y aurait une visée. Donc c'est vrai que je suis un peu perplexe. J'ai du mal à savoir comment ça va s'articuler tout ça. Alors, l'écoute aux portes qui nous dit on dirait qu'il a écrit cela d'un trait sans trop organiser les idées. C'est bizarre vu le temps qu'il a mis à l'écrire. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est vrai qu'on pourrait penser ça, ouais. C'est vrai qu'on pourrait penser ça. Je suis assez d'accord avec toi. En fait, j'ai un peu l'impression que c'est. Enfin, comment dire. Je sais pas du tout, hein. Là, j'hypothèse complet, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression, du coup, en connaissant quelques éléments, que peut-être il a, je sais pas moi, une fois par an ou une fois même peut-être tous les quelques années, j'en sais rien. Il s'est dit, ok, entre mes pièces de théâtre, parce qu'il a fait beaucoup de théâtre, Pirandello, je crois. Donc entre mes pièces de théâtre et mes autres romans, hop, je... Chou, 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 chou. J'écris un petit livre pour un personne et 100 000. Il y a peut-être quelque chose comme ça, je sais pas. Je sais pas. Et du coup, c'est très intéressant aussi parce que là, il a commencé à parler d'autres thèmes un petit peu quand même. Le père, du coup, le travail, le rapport à sa femme aussi, tout ça. Donc, euh, ça m'intrigue vachement. Je me demande, il a parlé aussi du rôle des actes quelque part. Donc, je me demande où va mener cette théorie précise. Et, euh, et justement, je me demande à quel point son narrateur peut être identifié à l'auteur lui-même, parce que dans la description qu'il fait de son travail par le regard de sa femme, j'ai l'impression qu'on pourrait dire ça comme ça, eh bien, on sait toujours pas vraiment ce qu'il fait. Et on pourrait se dire que c'est juste écrivain en fait. Euh, donc ouais, il y a des zones d'ombre comme ça. Je trouve toujours l'œuvre très intéressante et en plus, il y a quand même
Il y a quand même un facteur mystérieux et un facteur intriguant là-dedans, quoi. Je trouve. Bien. T'inquiète, pas de soucis, les couteaux portes, j'ai aussi à te lire. Sur ce, on va passer à la dernière partie de lecture de ce soir. Je suis content, ce soir j'ai l'impression de faire une lecture plutôt qualitative. Je me lance des fleurs, c'est rare, donc je suis content. Je suis content, je suis content. Maintenant, j'espère que je ne viens pas de me jinxer et que je vais pas faire une lecture catastrophique pour finir la soirée. Mais non, je suis content. Bref, et en plus, vu que j'apprécie l'œuvre et tout, ça me fait d'autant plus plaisir. Allez, bonne écoute, l'écoute porte, bonne écoute à tous dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes, toutes petites minutes, pour la fin du live. Chapitre 8. Descendons un peu de ces hauteurs. Vous trouvez que je vous ai conduit trop haut? Descendons un peu. La balle est élastique, il lui faut toucher terre pour mieux rebondir. Touchons terre, et rattrapons-la au bond. À quel fait voulez-vous faire allusion? Au fait que je sois né telle année, tel mois, tel jour, dans la noble ville de Riquieri, dans la maison 6 rue une telle, dans la maison 6 rue une telle, numéro tel, fils de monsieur un tel et de madame une telle, baptisé à l'âge de 6 jours en l'église métropolitaine, envoyé à 6 ans à l'école, marié à 23 ans, taille 1,68 m, roux, etc., etc. Ce sont là mes signes particuliers. Données de fait, dites-vous. Et vous voudriez en déduire ma réalité? Mais ces mêmes données qui, en soi, ne signifient rien, croyez-vous que chacun les apprécie identiquement? Et même si elles suffisaient à représenter pour les autres mon être intégral, où me situerait-il? Dans quelle réalité? Dans la vôtre, qui n'est ni celle du voisin, ni celle d'un autre, ni d'un autre encore? Existerait-il par hasard une réalité unique pour tout le monde? Mais non. Nous venons d'établir qu'il n'en existe même pas une pour chacun de nous, puisque la nôtre même se transforme sans cesse. Alors? Alors touchons terre, touchons terre. Vous êtes 5? Suivez-moi. Voici la maison où je suis né, tel mois, tel jour de telle année. Eh bien, si sa hauteur, sa longueur, le nombre de fenêtres de sa façade sont pareils pour vous tous, si pour chacun de vous je suis né telle année, tel mois, tel jour, cheveux roux, taille 1,68 m, s'ensuit-il que tous les 5 vous portiez sur cette maison et sur moi un jugement identique? À vous qui habitez un taudis, cette maison semblera un palais. À vous qui avez un certain goût artistique, elle paraîtra fort ordinaire. Vous qui traversez à contre-cœur la rue où elle se trouve, parce qu'elle vous rappelle un souvenir pénible, vous la regardez avec aversion. Et vous, par contre, vous lui jetez un regard affectueux, parce que je le sais, là-bas, en face, habitait votre pauvre mère qui fut une amie de la mienne. Et moi qui y suis né? Oh, mon Dieu! Quand bien même pour chacun de vous 5, un imbécile serait né tel mois, tel jour dans cette maison qui est 1 et 5, croyez-vous que ce serait le même pour tous? Pour l'un, je serais un imbécile, parce que j'ai laissé Quantorzo s'instituer directeur de la banque, et Firbo avocat conseil. Mais cette même raison me vaudra la considération d'un autre, qui, en revanche, me taxera de stupidité parce que je promène tous les jours la petite chienne de ma femme, et ainsi de suite. Je figure donc 5 imbéciles, un pour chacun de vous. 5 qui sont devant vous, tels que vous les voyez du dehors, mais réunis en moi qui suis un, et 5 comme la maison. Tous portant ce nom de Moscarda qui n'est rien, pris en soi, pas même unique, puisqu'il sert à désigner 5 imbéciles différents, qui se retournent tous les 5 si vous appelez Moscarda, mais dont chacun possède l'aspect que vous lui conférez, partant 5 aspects. Si je ris, 5 rient, etc. Pardon, si je ris, 5 rires, etc. Tout acte que je commettrai ne correspondra-t-il pas pour chacun de vous 5 à l'un de ces différents Moscarda? Et comment serait-il identique, ayant pour auteur 5 personnes différentes? En effet, chacun de vous l'interprétera, lui donnera un sens et une valeur conformes à la réalité qu'il m'aura conférée. L'un dira Moscarda a fait ceci. Point, dira l'autre, il a fait tout autre chose. Et le troisième, pour moi, il a fort bien agi. Il devait agir de la sorte.
La quatrième, mais comment de la sorte? Il a très mal fait. Il aurait dû, au contraire. Et le cinquième, quoi donc, puisqu'il n'a rien fait du tout. Et vous serez capable de vous prendre aux cheveux à cause de ce qu'a fait ou n'a pas fait Moscarda, à cause de ce qu'il aurait dû ou n'aurait pas dû faire, sans vouloir comprendre que le Moscarda de l'un n'est pas le Moscarda de l'autre, vous figurant parler d'un Moscarda unique. Mais oui, celui qui est là devant vous, de telle et telle façon, comme vous le voyez et que vous le touchez, alors que vous parlez de 5 Moscardas différents, un pour chacun de vos compagnons, et qui constitue à leurs yeux cet être unique, bâti de telle et telle façon, comme chacun le voit et le touche. 5, et même 6, pour peu que le pauvre Moscarda en voie et touche aussi un pour son propre compte. Il se sent un et personne, hélas, tel qu'il se voit et qu'il se touche, puisque chacun des autres, en le voyant et en le touchant, se fait de lui une image différente. Chapitre 9. Fermons la parenthèse. Toutefois, je m'efforcerai de vous conférer, n'en doutez pas, cette réalité que vous croyez posséder, c'est-à-dire de me faire une image de vous conforme à celle que vous vous faites de vous-même. Mais ce n'est pas possible, désormais nous le savons bien, puisque, malgré tous mes efforts pour vous voir à votre façon à vous, ce sera une façon à vous selon moi, non une façon à vous selon vous et selon les autres. Mais pardon, puisque je ne possède pas pour vous d'autres réalités, hormis celle que vous me conférez, je suis prêt à reconnaître et à admettre qu'elle n'est pas moins réelle que celle que je m'attribue moi-même. Au contraire, elle est pour vous la seule vraie, et Dieu sait d'ailleurs ce que peut bien être cette réalité que vous me conférez. Mais alors, pourquoi vous plaindre à présent de celle que je vous confère, moi, malgré toute ma bonne volonté de me représenter votre vous, autant que possible conforme à votre manière à vous? Je ne suppose pas que vous soyez conforme à l'idée que je me fais de vous. J'ai déjà affirmé que vous n'êtes pas non plus celui que vous représentez pour vous-même, mais simultanément plusieurs individus, selon vos différentes manières d'être possibles, les cas, les rapports et les circonstances. Et alors, en quoi vous fais-je du tort? C'est vous qui m'en faites, en croyant que je ne possède, ou que je ne puis posséder, de réalité autre que celle que vous me donnez, laquelle est uniquement vôtre, croyez-le. Une idée à vous, celle que vous vous êtes forgée de moi, une possibilité d'exister comme vous l'entendez, telle qu'elle vous apparaît à vous, telle que vous la reconnaissez possible en vous, car ce que je puis être pour moi-même, non seulement vous n'en pouvez rien savoir, mais moi non plus. Chapitre 10. Deux visites. Je suis heureux qu'à l'instant même où vous lisiez ce petit livre, avec ce sourire légèrement railleur, qui, depuis le début, a accompagné votre lecture, deux visiteurs se suivant de près soient arrivés à l'improviste. Ils auront servi à vous démontrer l'extrême inanité de votre sourire. Vous êtes encore tout irrité, mortifié, de la piteuse mine que vous fîtes, en congédiant sous un prétexte futile le vieil ami, peu après l'arrivée du nouveau. La présence d'un tiers vous avait rendu insupportable sa vue, son rire et son langage. Mais quoi? Le renvoyer ainsi, alors que tantôt vous preniez plaisir à causer, à plaisanter avec lui? Congédier qui? Votre ami? Vous croyez sérieusement que c'est lui que vous avez renvoyé? De grâce, réfléchissez un peu. Vous n'aviez aucun motif de le faire partir avant que ne survînt le dernier venu. Ils ne se connaissaient nullement. Après les présentations, rien ne s'opposait à ce qu'ils eussent ensemble une bonne demi-heure d'entretien dans votre salon, à deviser de choses et d'autres. Point d'embarras pour aucun d'eux. La gêne, c'est vous qui l'avez éprouvée, et d'autant plus vive et intolérable que vous voyez un accord parfait naître entre eux. Vous l'avez rompu aussi. Vous l'avez rompu aussitôt. Pourquoi? Mais parce que, vous obstinez-vous à ne pas l'admettre, subitement, l'entrée du second ami vous a révélé une dualité en vous, deux êtres si différents qu'à un certain moment, n'en pouvant plus, il vous a fallu en renvoyer un. Pas votre vieil ami, non. C'est vous-même que vous avez mis à la porte, le quelqu'un que vous êtes à ses yeux, et qui n'a rien de commun avec celui que vous êtes ou cherchez à paraître aux yeux du nouvel arrivant. Entre vos deux visiteurs, étrangers l'un à l'autre, mais se témoignant force égards et peut-être même faits pour s'entendre à merveille, point d'incompatibilité. Elle n'existait qu'entre les deux individus que vous avez découverts en vous. Il vous a été intolérable que ce qui était propre à l'un se confonde avec ce qui est propre à l'autre. Aucune communauté n'existant entre les deux, aucune, absolument aucune, puisque vous possédez une réalité bien déterminée pour le vieil ami et une autre pour le récent.
si diverses qu'en vous adressant à l'un d'eux, vous vous rendez compte de l'ébahissement qu'éprouverait l'autre. Il ne vous aurait plus reconnu, et se serait écrié au fond de lui-même: Tiens, il est ainsi. Et dans l'insoutenable embarras où vous mettez la découverte de votre double personnalité, vous avez cherché un prétexte quelconque pour vous débarrasser non pas de l'un de vos deux visiteurs, mais d'un des deux personnages que leur présence vous contraignait à être en même temps. Allons, retournez à la lecture de mon petit livre, et ne souriez plus comme vous l'avez fait jusqu'ici. Et si l'expérience de tantôt vous a causé quelque contrariété, songez qu'il s'agissait de bien peu de choses, car vous renfermez en vous-même, à votre insu, non pas deux, mais qui sait combien de personnages, tout en vous croyant toujours un. Allons plus avant. Et c'est la fin du livre 3. Ça sera donc la fin de la lecture pour ce soir. Nous passons à l'outro du live. Désolé, hein, comme je disais, les lectures sur Luigi Pirandello, je trouve pas de manière plus efficace de les découper. Donc ça fait des lives un peu courts, j'en ai bien conscience. Je crois que sur le livre 4, ça ne sera pas le cas. Sur le livre 4, on devrait être dans des durées un peu plus habituelles. Voilà, voilà. Très intéressant ce qu'on vient de lire. Pour le coup, je suis un peu plus perdu sur les nouveaux thèmes qu'il aborde, mais à la fois je les trouve intéressants du peu que j'en comprends et du peu que je peux les explorer. Euh, mais c'est vrai que du coup là, il élargit un peu le thème, ce qui devient intéressant. Je dirais aussi que ça se sent pas tellement dans son ton, mais moi je trouve qu'il y a, personnellement, hein, je trouve qu'il y a une sorte d'humilité à faire le travail qu'il fait et à avoir les pensées qu'il a, parce que en disant, en fait, comment dire, il y a un peu ce truc de, en étant indulgent avec soi-même, on peut aussi être indulgent avec les autres, je trouve. Donc voilà, en disant à l'auteur, il peut sembler antipathique peut-être en disant au lecteur, ah mais vous m'avez jugé comme ça alors que vous voyez bien que je suis autre et que je suis comme ci comme ça. Enfin bref, ça peut sembler un peu en mode je me la pète et regardez, vous m'avez jugé. Enfin voilà, le lecteur peut se sentir un peu agressé peut-être. Sauf que en fait, moi je vois pas ça du tout chez Pirandello ou en tout cas chez son narrateur. J'ai pas l'impression qu'il y ait la question de vouloir agresser ou de vouloir du tout mépriser et se mettre au-dessus ou quoi que ce soit. Moi, au contraire, je pense que c'est quelque chose qui peut appeler plutôt à l'humilité parce que en faisant ce compte rendu, en faisant ce constat sur lui-même, il peut faire ce compte rendu et ce constat sur tout le monde, le généraliser. Et du coup, je trouve ça assez honnête en fait quelque part. Je trouve que ça va bien avec la théorie du doute par exemple, de dire bah en fait non, non, je ne sais pas comment vous êtes, je ne sais pas comment vous vous percevez, je ne sais pas comment vous me percevez et ainsi de suite. Enfin, de mettre les mots là-dessus, je trouve que on a peut-être moins tendance à aller vers le jugement facile de l'autre et de soi aussi du coup. Parce que on sait à quel point la réalité est plus complexe que juste une idée reçue ou un jugement qu'on pourrait avoir sur quelqu'un, quoi. Donc moi je trouve que cette posture-là peut appeler à une certaine humilité, ce que j'aime bien. L'écoute aux portes qui nous dit: J'ai beaucoup aimé l'image de la maison que chacun voit selon son point de vue et que son point de vue est teinté par ce qu'on vit, si j'ai bien compris. J'allais y revenir également, c'est un passage que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a fait beaucoup penser à des discussions que j'ai eues ces derniers jours. Décidément, Luigi Pirandello, voilà, c'est mon best bro, genre, bah bref. Mais oui, j'ai trouvé ça très très bien vu et c'est quasiment mot pour mot, franchement, je ne rigole pas, c'est quasiment mot pour mot une discussion que j'ai eue il y a quelques jours, de dire, bah oui, mais si t'as été pauvre dans ta vie, peut-être que ça, tu vas pas trouver que c'est cher, tu vas pas trouver que c'est peu cher. Si tu es habitué à avoir un goût artistique parce que dans ta famille on t'a habitué à ça ou parce que depuis tout petit t'as une attirance pour ça ou j'en sais rien, bah peut-être que ça tu vas le trouver, tu vas être plus, comment dire, plus fin dans tes goûts et que tu vas peut-être trouver quelque chose que tout le monde trouverait beau plutôt quelconque. Enfin,
plein de choses comme ça. Donc moi, c'est une théorie qui me plaît beaucoup. Je pense que oui. Je pense que oui, on est extrêmement... J'espère qu'on n'est pas déterminé complètement. J'espère qu'on n'est pas dans un déterminisme absolu. En mode, t'as vécu ça, t'as été élevé comme ça, et ainsi de suite. Donc tu penses ça, tu fais ça, tes goûts, c'est ça. J'espère qu'on n'en est pas là. Et franchement, je ne pense pas qu'on en soit là parce que sinon on serait tous beaucoup plus similaires les uns les autres, je pense. Mais par contre, oui, qu'il y ait certains paramètres de notre vie qui nous, qui nous donnent certaines tendances, euh, certains éléments de la jeunesse notamment, qui peuvent donner des tendances pour la vie entière. Ouais, ça je pense que c'est bien possible et je trouve que c'est une théorie bien vue aussi. Donc non, il y a plein de choses que j'ai beaucoup appréciées dans ces chapitres-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi sur la fin du chapitre? Il y avait quelque chose sur lequel je voulais revenir vers la fin. Alors attendez. Papapam pam pam, pararapapapapa. Oh. Je ne me rappelle plus de ce que je voulais vous raconter sur cette fin de chapitre. En tout cas, force est de constater que pour moi c'est très intéressant. Ah oui, voilà, c'était sur les deux visites. Pareil, ça je trouve ça très subtil, l'air de rien. C'est logique et quelque part c'est peut-être une idée qu'on a déjà entendue et réentendue. Mais la manière dont il l'aborde, je trouve ça bien vu, bien finement dit. Le fait que on présente pas la même facette selon les personnes auxquelles on est confronté aussi, et que peut-être même il y a quelque chose d'à moitié inconscient et d'à moitié conscient. Il y a peut-être aussi une décision parfois de se dire mince, je prends la situation telle qu'il l'a donnée. Je suis en face de deux amis, un ami que j'ai depuis très peu de temps, un ami que j'ai depuis la naissance. Et bah il y a une des deux versions de moi qui va mourir dans ce dialogue parce que je vais peut-être préférer plaire à mon nouvel ami. Alors du coup, je vais me départir de l'image que mon ancien ami peut avoir de moi. Ou bien mon nouvel ami, moi je le connais pas si bien que ça, il est nouveau, donc je m'en fous. Donc du coup, je préfère... Et puis il y a une alchimie avec mon vieil ami qui fait que ça ressort des trucs de moi. Donc du coup, je vais plutôt fit à l'image qu'à mon vieil ami. Et du coup, mon nouvel ami peut-être va se dire ah ouais, ok, en fait, t'es comme ça, je te voyais pas comme ça. Ça, pareil, je trouve ça subtil, je trouve ça bien amené, bien vu, parce que je pense que ça arrive à tout le monde. Je pense que ça arrive à tout le monde, même en pensant, même sans avoir le regard extérieur, parce que je pense que certaines personnes à l'extérieur peuvent vous faire des retours comme ça. Moi, ça m'est arrivé aussi, hein. Je sais pas, moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ah, quand tu parles avec telle personne, c'est passionnant parce que vous êtes à fond, vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde et ainsi de suite, et ça crée quelque chose, et voilà. J'ai aussi d'autres personnes qui m'ont dit, je sais pas, moi par exemple, moi ce sera plus la différence entre privé, public, petit comité, grand comité, ce genre de choses. Par exemple, moi j'ai déjà des personnes qui m'ont dit waouh, t'es complètement différent quand on est dans les magasins que quand on est à la maison. Donc ça peut être plein de choses comme ça peut être plein de paramètres. Et même sans regard extérieur, ça peut être quelque chose peut-être que vous avez déjà vécu vous-même. Moi, clairement oui. J'ai des souvenirs de mon passé, ou même des fois, maintenant c'est facile d'avoir des souvenirs très concrets, très factuels, parce que je sais pas, moi par exemple, les posts qu'on a mis sur les réseaux sociaux des années après, on peut encore les consulter, des fois ils sont même mis devant nos yeux, entre guillemets, des vieilles discussions ou que sais-je, et de se dire, mais c'est qui cette personne? Genre moi je me fais cette réflexion sans arrêt. Notamment même dans mon travail d'écriture, voilà, dans les nouvelles, les romans, les poèmes que j'ai pu écrire, etc. Et ben, je suis constamment, dès qu'il y a quelques semaines, quelques mois qui sont passés et que je vais relire un texte que j'ai écrit, je me reconnais en un sens et en un autre sens, je suis en mode mais qui est cette personne quoi? Genre je suis en mode je savais pas que j'étais comme ça, je savais pas que je parlais comme ça, je savais pas que j'avais pensé comme ça.
C'est très très bizarre. C'est le même trouble qui pourrait rejoindre un peu les premiers chapitres de ce soir. C'est le même trouble qu'on pourrait avoir quand on s'entend, je sais pas moi par exemple, quand on s'enregistre son répondeur de téléphone et qu'on entend sa propre voix, ou bien qu'on s'entend sur une vidéo pour la première fois ou quoi que ce soit, et qu'on est en mode merde, c'est ma voix ça. Donc je trouve ça bien vu, je trouve ça bien vu et très intéressant ces sujets. Au cours de sa vie, nos ressentis sur un même événement lieu peuvent tellement changer, nous dit l'écoute aux portes. Ben c'est ça. Et c'est ça en plus qui est intéressant, c'est ça c'était un propos qu'il avait quand il parlait des actes et de la réalité. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que tout cela est fluctuant. Ça me fait penser à... De toute façon, il y a plein de chansons qui parlent de ça et je trouve ça giga intéressant en vérité. Ça me fait penser à la chanson Bittersweet Symphony de... Mince, c'est The Velvet? Je sais plus. Je crois que c'est The Velvet. The Velvet. Attendez. Bittersweet Symphony, that's life. The Verve, pardon, c'est The Verve. Donc la chanson très connue Bittersweet Symphony de The Verve qui dit I can change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my mold, I am here in my mold. Donc je peux changer, je peux changer, je peux changer, mais je suis ici dans mon moule et je suis je suis comment dire à un millionième à un millionième ça fait petit. Non, attendez, ça marche, ça fait la grandeur millionième ou la petitesse. Ça sonne tellement comme un terme qui dit quelque chose de petit pour moi. Bref, je suis à un milliardième d'em. Non, ça se dit pas. Bref, je suis à un millionième, je sais pas comment le dire, de personnes de ce que j'étais hier. Donc j'adore ce genre d'images. J'adore les œuvres qui parlent de ces idées-là. Je trouve que c'est des idées hyper intéressantes. Et encore une fois, je généralise, mais je trouve que réfléchir sur soi, réfléchir sur l'image qu'on a de soi, sur le rapport qu'on a au monde, aux autres, etc. Je trouve que ça permet quelque part ce travail introspectif de faire un travail aussi sur l'extérieur, quoi. Et un travail sur comment être mieux au monde, entre guillemets, avec soi-même, mais avec les autres aussi, quoi. Donc je trouve que pour moi c'est de l'égocentrisme. Ça c'est un truc que j'ai écrit dans mes textes pour le coup. Pour moi c'est de l'égocentrisme et pas de l'égoïsme. Et pour moi on est tous égocentriques par la force des choses parce que on est le centre de notre monde. On est le vaisseau, on est notre propre vaisseau pour aller à la rencontre du monde, pour découvrir le monde et ainsi de suite. Donc pour moi on est tous égocentrés puisqu'on est tous centrés autour de nous, quoi. Je veux dire physiquement il n'y a pas plus au centre que nous, quoi. Enfin, voilà. Pour nous, il n'y a pas plus au centre que nous. Donc, du coup, ouais, en fait, franchement, je me rends compte à quel point ça recoupe et ça colle complètement à des idées sur lesquelles j'aime écrire aussi et sur lesquelles j'aime me questionner. Parce que voilà, dans un texte que j'ai déjà publié, je crois que c'était dans Triptyque, hein, eh bien, je dis justement que pour moi, c'est de l'égocentrisme et pas de l'égoïsme. Donc voilà, je pense que être égocentrique, ça peut aider peut-être, à être aussi plus alerte, au moins plus alerte, au moins plus compréhensif, pardon. Et du coup, peut-être plus humble et peut-être plus généreux et ce genre de choses si on fait le travail jusqu'au bout, j'imagine. Enfin ouais, bref. Sur ce, les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'être passé l'écoute aux portes, Liwo, Algo. Ça me fait plaisir de passer ces moments en votre compagnie, surtout que cette lecture, je vous avoue, me plaît beaucoup, beaucoup. Je pense que pour des raisons un petit peu, enfin, complètement subjectives, cette œuvre va se classer très haut dans mes œuvres favorites, en fait. Certainement. Bref, la suite, ça sera vendredi à 21h. Et on se retrouve également pour les poésies de Stéphane Mallarmé,
dimanche à 14 h. Si vous m'avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur votre appréciation de la vidéo, à commenter cette dite vidéo, à vous abonner et tutti quanti, à me suivre sur les réseaux. Voilà, des news bientôt, et puis le programme de la semaine qui se passe comme il se doit, merveilleusement bien, je l'espère. Je te souhaite une bonne soirée, bonne nuit à tous et à toutes, et à la prochaine pour la suite de la lecture. Bye bye!